Première chose, je remercie pour cette opportunité. Comme a dit le ministre au départ, c'est la première fois que vous vous exprimez de cette manière. Il en faudrait beaucoup d'autres. Le dialogue est toujours nécessaire. Moi, je suis partisan du dialogue, en tout cas et dans toutes les situations. Vous avez dit, je dialogue aussi avec le diable. Il y a une fameuse boutade sur Arafat qui, pendant le Hajj, ne tire pas les pierres sur Satan, parce qu'il y a un moment où on tire les pierres. Pourquoi tu ne fais pas? Parce que moi, pour avoir l'État de Palestine, même avec le diable, moi, donc, et comme Italien, j'aime l'histoire. Et je dois dire que tout commence aussi avec l'histoire, parce qu'il y a quelque chose qu'il faut regarder rapidement derrière nous. Il y a un goût d'inaccompli qui concerne l'Afrique occidentale et tout particulièrement le Sahel, des tentatives après les indépendances d'union avortées, combattues par l'extérieur. C'était la guerre froide, ce n'était pas seulement l'Occident, mais même l'Union soviétique n'était pas contente que les pays africains deviennent, disons, totalement indépendants et qu'ils fassent de leur tête. Et donc, tout cela a laissé un arrière-goût amer dans la région dont la mémoire est encore vivante. Il y a quelque chose d'inaccompli derrière nous. Donc, en quelque sorte, on pourrait dire que l'histoire se remet en marche sur quelque chose d'inaccompli hier. C'est vrai, l'Afrique change et elle n'est mariée à personne, disait le ministre Diop, il a raison. Je pense que l'Europe a un grand défaut, et je parle avec Stefano, qui est un grand Européen, qui a travaillé à l'Union européenne pendant plus de 30 ans, et nous n'avons pas réussi à transformer les cultures néo-post-coloniales en une culture de l'Afrique qui soit européenne, véritablement, en abandonnant les premières, avec nos partenaires. Ça, c'est un premier défaut. Et deuxième défaut, je dirais avec une boutade, on a pensé que l'Afrique, c'était, surtout dans les années 90, c'était une vieille femme qu'on pouvait laisser à la maison et nous aller faire autre chose. Et puis sont arrivés les Chinois, et grâce aux Chinois, il y a une course à l'Afrique. Moi, je dis toujours, vivement la Chine, parce que la Chine, en les années 2000, a investi 200 milliards jusqu'à aujourd'hui, nous savons, et beaucoup plus, en Afrique. Elle a créé des problèmes, bien sûr, ce n'est pas des anges, c'est des hommes comme tout le monde, mais a remis l'Afrique au centre, parce que les Occidentaux et les Européens étaient partis. Ça, c'est deux fautes, selon moi, importantes qu'il faut toujours nous dire. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un bon moment pour l'Afrique. Moi, je suis optimiste. Optimiste, ce n'est pas le terme juste. Je suis positif. Parce que quelqu'un dit que les pessimistes sont des optimistes bien renseignés, mais je laisse tomber optimisme et pessimisme. Je suis positif. Je pense que c'est un bon moment pour l'Afrique, parce que peut-être pour la première fois, de manière totale, pas seulement dans le Sahel, mais le Sahel est un exemple avéré de cela, l'Afrique peut faire à sa tête, d'elle-même, toute seule. Ça ne peut pas nous plaire, mais c'est elle. Ils peuvent faire des erreurs, ce sont ces erreurs. Comme tout le monde. Et moi, je pense que ça, c'est, vous l'avez dit, avec ou sans vous, il y a d'autres partenaires. Pour que vous ne soyez pas trop gâtés, moi, je fais l'exemple toujours de la République centrafricaine. Je suis ami du président Touadéra, c'est un des pays très pauvres d'Afrique, même si c'est une Afrique tout à fait différente, et c'est lui par lequel la Wagner est venue la première fois en Afrique, rappelez-vous. Aujourd'hui, il y a les Russes, il y a les Américains, il y a les Portugais, il y a les Rwandais, et les Français retournent. Et Touadéra vous dit, nous pouvons avoir tous les partenaires que nous voulons, que nous choisissons, nous commettons des erreurs, c'est sur notre responsabilité, on est libre d'avoir tout le monde. Et ça, c'est le modèle de demain, c'est-à-dire d'aujourd'hui. Je le dis, même de manière un peu provocative, je ne suis pas d'accord que, disons, comme Sant'Egidio, on est contre tout ce qui est armes, guerre, violence, affrontement, bien sûr. On travaille pour la paix. Mais je dois reconnaître le fait que les pays africains sont adultes et ils font de leur tête et nous devons comprendre le sens de leur choix. Et
nous travaillons pour le DDR en RCA, et nous savons que la RCA, tant bien que mal, cherche tous les aides qu'elle peut trouver. Disons-nous la vérité, les Russes ont sauvé la vie à Touadéra à un moment donné, hein, contre les rebelles. Personne d'autre l'aurait fait. Personne d'autre n'était là pour le faire. Mais aujourd'hui, il y a aussi les Américains. Même toute cette obsession occidentale, non, nous et pas les autres, je trouve, est vraiment une obsession. Il faut comprendre que le monde est devenu adulte beaucoup plus rapidement de ce que nous les Blancs, avions pensé. Alors, quel est le problème que nous avons aujourd'hui? Les règles, les valeurs, les principes, la démocratie, est-elle mise en discussion en tant que telle? Non, pas du tout. Je pense que personne ne dit « moi je veux la dictature ». Personne ne le dit. Même dans les pays où il y a eu un coup d'État. Le problème, c'est la crédibilité de celui qui pose les règles. Le problème, c'est être crédible. Alors moi, je suis bien sûr contraire à l'agression de la Russie à l'Ukraine. Mais en même temps, je sais que l'Occident a utilisé 2 poids, 2 mesures, double standard, beaucoup de fois. Jésus a dit, qui est le coupable, qui n'a pas de péché, jette la première pierre. Ici, personne ne peut jeter la première pierre. Personne est sans faute. Et en ce sens, l'Afrique fait son chemin. Donc, je ne pense pas que ce soit la démocratie qui est en crise, mais la crédibilité de ceux qui prétendent la défendre. D'un côté. Vous avez cité, Monsieur le ministre, la guerre en Libye. Je me rappelle la guerre en Libye. En Italie, même les cailloux savent que la France sarkozienne a voulu la guerre en Libye contre l'avis de Berlusconi, mais qui était faible. Comme toujours, l'Italie est plus faible parce qu'elle a une dette énorme qui est garantie par les autres pays de l'Union européenne. Donc, on doit faire attention. Patati, patata, patata. Ça, je vous laisse cette histoire. Et puis les Américains, on laissait faire. Mais nous, on avait dit que c'était une erreur. À l'époque, Bazoum était ministre des Affaires étrangères. Il m'a demandé de voir notre ministre des Affaires étrangères de Berlusconi, qui s'appelait Franco Frattini, aujourd'hui il est mort, que tu as connu. Et devant lui, j'ai organisé la rencontre, il a décrit ce qui se serait passé au sud si on avait laissé faire la guerre de Libye. Un désastre. Il a décrit le désastre qui se s'est déroulé après. Il y a des conséquences à tes actions. Nous regardons un coup d'État comme s'il n'y avait pas l'histoire derrière. Il y a des conséquences. Tout a été disloqué. Cela veut dire que que je suis partisan de Gheddafi, que Sant'Egidio a rencontré Gheddafi à l'époque. Gheddafi avait beaucoup de défauts, bien sûr. Mais ce que nous voyons aujourd'hui est pire de la Libye d'hier. Ce matin, nous l'avons déjà dit. C'est pour dire. Donc, ça, c'est le problème. Alors, moi, je pense que reprendre, comme a dit le ministre Traoré, l'idée panafricaine avec pragmatisme, c'est une bonne nouvelle, même pour l'Europe. C'est dépasser l'inaccompli d'hier. C'est une bonne nouvelle. Les Européens devraient comprendre cela de façon positive. Si l'Afrique se prend en main, décide de s'unir, de faire une confédération, comme vous avez dit, en visant la fédération, pas à pas. Nous, les Européens, nous savons combien c'est difficile de faire une union. C'est très difficile. Hein? Et c'est une bonne nouvelle. Et quel est le véritable défi de l'Afrique aujourd'hui? Produire, transformer. Nous, on lit sur la presse, tout l'or de l'Afrique occidentale va aux Émirats, les Émirats sont en train de manipuler l'or qui vient aussi du Kivu, etc. Mais ça, on peut le dire de toutes les matières premières. C'est une vieille histoire que nous connaissons très bien. Nous devons renoncer à quelque chose sur les biens, sur les matières premières agricoles, énergétiques et minéraires, et faire de manière que l'Afrique produise, qu'elle s'industrialise. Et ça, c'est le défi de l'Alliance du Sahel, moi, je pense. Si vous voulez répondre aux besoins des populations, c'est ça, transformer
les ressources, au moins en partie, et devenir un acteur dans la globalisation économique. En le disant d'une autre manière, comme l'Asie est rentrée dans la globalisation avec la manufacture industrielle et technologique, l'Afrique peut très bien rentrer dans la globalisation de plein pied par la transformation de l'agribusiness avec l'industrie agricole, parce que le monde a besoin d'être nourri, feed the planet, objectif numéro 1, et seulement en Afrique, il y a encore 200 millions d'hectares libres, à part les forêts. C'est le seul lieu où on peut encore produire de la nourriture. Et c'est ça. Je ne dis pas seulement ça, mais ça, c'est sûrement une chose importante. Sur la démocratie, la narration que l'Afrique et le Sahel ont abandonné la démocratie, je ne crois pas. Nous n'avons pas compris, vous l'avez déjà dit, je ne vais pas le répéter, je veux seulement le citer, que jusqu'à quel point il y avait un besoin de sécurité qui n'était pas adressé. Vous avez cité Kidal, mais Kidal, tout a commencé à Kidal. Quand Kidal n'a pas été rétrocédé à l'armée malienne, tout a explosé. Et c'est là, et maintenant vous l'avez repris, et c'est là que tout a commencé. Disons, la rupture sentimentale a commencé. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons un défi commun, et je m'arrête sur ça, c'est la privatisation de la violence. Quel est notre problème? Les États se délitent, se détruisent, donc chaque fois qu'un État se renforce, c'est une bonne nouvelle pour tous, mais quand l'État part en fragments, se fragmente, il y a une privatisation de la violence. Que ce soit djihadiste, que ce soit ethno-politique, que ce soit tout ce que vous voulez, c'est une privatisation de la violence qui devient très compliquée. Un rebelle de la RCA fait le rebelle en RCA et a ouvert une agence de security provider à Dubaï. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la globalisation actuelle vous permet d'avoir un hybride. Et les hybrides, c'est très compliqué. Qui sont ceux qui se renforcent de cette situation? Les réseaux criminels. Les réseaux criminels sont beaucoup plus globalisés que les États. Comme vous voyez, les États se disputent, mais les réseaux criminels, les mafias, vont d'accord entre elles de manière absolue. Elles savent utiliser la globalisation à leur effet, à leur avantage. Et quand un monde se privatise, là il y a une critique à faire à l'hyperlibérisme qui nous a mis dans la tête cette idée compétitive totale, quand un monde se privatise totalement, même les monopoles historiques de l'État, parmi lesquels le monopole de la violence, passent dans les mains des privés. Et lorsque tu as cela, tu ne contrôles plus le terrain. Et ça, c'est très dangereux pour tous. Hein. Ce n'est pas pour l'Afrique, hein. C'est pour tous. C'est très dangereux. On a beaucoup d'exemples de ça. Mais la privatisation de la violence, comme conséquence ultime d'un processus d'ultra-privatisation néolibérale qui enlève force aux États, là je suis très français, l'État c'est quelque chose d'important, non? On voit le résultat. Mais il faut résister aux moments difficiles. C'est quelque chose dont nous avons tous besoin. Et naturellement, si les États ne dialoguent pas entre eux, c'est le désastre. Voilà, je m'arrête là. Si vous appréciez la vidéo et le contenu que nous produisons sur cette chaîne, prenez un moment pour aimer, partagez vos réflexions dans les commentaires et vous abonner à la chaîne. Activez les notifications pour rester informé des dernières nouvelles marquantes sur notre continent. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans notre prochaine vidéo.